Le cinéma est un art, mais c'est avant tout une œuvre collective. Et si nous mettons souvent en avant les acteurs ou les réalisateurs, on oublie néanmoins tous les métiers de l'ombre qui sont nécessaires pour fabriquer un film. Enfin ça, c'était avant. Bienvenue dans les métiers cachés du cinéma. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des métiers cachés du cinéma où je reçois Fabien Pondevaux qui est repéreur. Bonjour Fabien et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci de ton invitation. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous vulgariser ton métier ? Donc, Fabien Pondevaux pour mon nom. Mon métier, c'est en quelques mots, c'est rechercher tous les décors d'un film bien précis. Voilà, donc on fait ça généralement pendant la préparation du film avec le chef décorateur, le réalisateur. Voilà. Ok, ça marche, merci. Et pour toi, quelles sont les compétences et les connaissances principales qui sont nécessaires dans cette profession ? Faut être à la fois curieux, faut avoir aussi un regard sur les choses. Voilà, par rapport en scénario, par rapport aux souhaits dans le réalisateur. Voilà, c'est surtout il faut chaque film, faut arriver à se plonger dans l'atmosphère du film pour essayer de trouver les lieux qui donneront la couleur du film, la couleur souhaitée évidemment par le réalisateur avec son chef décorateur. Du coup, niveau connaissance, il faut une certaine connaissance genre géographique, tu vois, genre connaître bien la France, même l'Europe, le monde, je sais pas, tu vois, il faut que tu aies une petite, un petit carnet de tous les lieux qui existent, tous les J'ai un petit carnet, évidemment, j'ai beaucoup d'archives de décors, mais chaque film est différent, donc il y a toujours évidemment des nouvelles recherches à faire. Les lieux en eux-mêmes évoluent, c'est-à-dire que, par exemple, un petit café, voilà, il va durer pendant 10 ans, il va être refait, il va être vendu, donc il faut chercher en permanence, quoi qu'il en soit, quoi. Mais évidemment, on commence toujours par regarder un petit peu dans ces archives pour essayer de voir si visuellement des choses pourraient être déjà intéressantes pour le projet, mais la plupart du temps, il faut quand même aller sur le terrain, chercher, passer des coups de fil, voilà. Ok, et après en compétences plus, je sais pas, tu as des compétences plus humaines, entre guillemets, ou même des compétences, je sais pas, l'informatique, enfin je sais pas, tu vois, au sens large du terme compétences. L'informatique, pas vraiment, faut quand même savoir utiliser un ordinateur, bien sûr, surtout pour gérer les photos, les stocker, faire des dossiers, souvent aussi les envoyer, même si bon, c'est pas idéal d'envoyer des photos en réalisateur, c'est mieux de les présenter en direct pour voir ses réactions, ce que je fais généralement. Faut faire un peu de photos aussi, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'être photographe professionnel évidemment pour faire ce métier. Mais il faut arriver quand même à présenter les lieux de façon à donner envie au réalisateur d'y aller. Donc, c'est-à-dire que si on propose quelques cadres qui l'intéressent, qui vont tout à coup le faire percuter sur le lieu, évidemment c'est un plus. Plutôt que des photos prises au smartphone, à la verticale, comme on fait souvent, ça c'est pas très vendeur généralement. Ok, c'est vrai qu'il y a une vraie différence souvent entre des photos ou des vidéos versus quand on le voit en vrai, quoi. Oui, bien sûr. Ok. Maintenant, pour revenir un peu dans le passé, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé vers le cinéma, et plus particulièrement vers ce métier de repéreur ? C'est un peu le hasard, hein, parce que quand j'ai démarré dans le cinéma, c'était il y a plus de 30 ans maintenant. Donc c'était une volonté de ma part déjà de travailler dans le cinéma, sans trop savoir ce que je voulais faire. Donc voilà, je voulais être assistant réalisateur. Et finalement, j'ai commencé comme régisseur, comme beaucoup de gens qui démarrent dans le cinéma. Et le cinéma, c'était parce que tu avais une passion pour les films, le cinéma en J'aimais le cinéma, et puis c'est les hasards qui ont fait que je me retrouve à mon adolescence sur un tournage d'un court-métrage d'un ami, et c'est en voyant l'ambiance dans l'équipe, je me suis dit, mais c'est là-dedans que je veux travailler, quoi. C'est donc après, je suis monté à Paris à 17 ans, j'ai fait une petite école de cinéma qui était le CLCF, mais que j'ai quitté quelques mois avant l'examen de fin d'études parce que j'avais une opportunité de travailler sur un film. Voilà. Après, c'est vraiment le fait des rencontres, de tout ça, parce que moi, je viens pas du tout, enfin ma famille n'est pas du tout du milieu du cinéma, je viens de province, donc c'est vraiment des rencontres qui m'ont amené jusque-là. Et quand j'ai démarré donc, comme régisseur, il y a un peu plus de 30 ans, le métier de repère n'existait pas. Parce qu'à la base, c'est beaucoup les assistants réalisateurs, les régisseurs qui faisaient les repérages, mais à savoir qu'à l'époque, les temps de préparation étaient beaucoup plus longs.
Les temps de préparation étant de plus en plus réduits, finalement ils n'avaient plus le temps évidemment de faire les repérages parce que ça prend quand même beaucoup beaucoup de temps. Et donc c'est à ce moment-là que sont arrivés les premiers repéreurs. Et moi j'ai eu la chance de travailler avec un des premiers repéreurs qui était Patrick Bossard, il y a un peu plus de 30 ans. Et voilà, que j'avais rencontré justement sur mon premier film comme régisseur. Et donc, voilà, petit à petit, il a commencé à me proposer des films sur lesquels il n'était pas disponible. Et voilà, c'est comme ça qu'a démarré ma carrière de repéreur. Et du coup, tu dis que c'était pas courant, même si ça n'existait pas, le métier de repéreur, mais en France, ou est-ce que déjà dans le monde, ça n'existait pas vraiment? Si, ça existait aux États-Unis, enfin dans d'autres pays ça existait, mais c'est assez différent parce qu'ils ont plus des location managers qui est une sorte de régisseur général mais attitré au décor. Et donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui à la fois fait les repérages avec son équipe et qui gère les lieux jusqu'au tournage. Voilà, donc c'est quand même très différent la façon de travailler. Nous on est vraiment purement à la recherche des lieux. Et puis après, il y a le régisseur général du film qui s'occupe de gérer toute la logistique, des contrats de location, de tout ça. Donc il y a une vraie différence là-dessus. Et du coup, il n'y a qu'en France qu'on a ce métier très précis de repéreur, tu penses? Je pense pas, à vrai dire. C'est vrai que c'est une bonne question, mais je sais pas. Dans les autres pays européens, comment est-ce qu'ils fonctionnent là, je pourrais pas te dire. Ok. Du coup, le cursus que tu as suivi, t'en as parlé, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans cette voie? Est-ce qu'il y a des études qui existent pour être repéreur? Ah non, ça n'existe pas du tout. Non, 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 non. Déjà, pour être opéreur, faut connaître un peu la mécanique de fabrication d'un film. Il faut connaître les différents postes. Il faut avoir un regard à la fois évidemment artistique qui est comme la priorité, et puis technique, c'est-à-dire qu'il faut voir si le lieu il peut être éclairé facilement pour le chef opérateur, il faut voir s'il n'y a pas trop d'intervention d'écho par rapport aux souhaits du réalisateur. Faut évidemment voir si le régisseur pourra stationner des véhicules techniques pas trop loin, si le lieu n'est pas trop bruyant, qu'il n'y ait pas une voie ferrée à côté, qu'on ne soit pas sous les couloirs aériens. Donc il y a vraiment plein de critères comme ça qu'il faut connaître. Et pour ça, c'est bien d'avoir travaillé justement sur des tournages avant, notamment la régie. Moi, ça m'a permis de rencontrer tous les différents postes du cinéma et puis connaître voilà, leurs besoins sur chaque décor. Et du coup, à l'heure actuelle, il y a vraiment un repéreur pour chaque film et série, ou c'est selon le budget, c'est selon le temps de préparation? Maintenant, c'est quasiment systématique qu'il y ait un repéreur, à part les petits films indépendants, voilà, où ils ont très très peu de budget. Donc là, c'est un peu fait de briques et de broc, c'est-à-dire que tout le monde met un peu la main à la pâte. Bon, ils finissent toujours par trouver des lieux. Après, maintenant, oui, c'est quasiment systématique sur les films, on va dire avec des budgets à peu près normaux, et sur les séries également. Alors qu'avant, c'était quand même assez exceptionnel au début du repérage. Ok, ouais, ça c'est vachement normalisé quoi. Oui, 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 oui. Du coup, comme tu as dit, ça fait à peu près 25 ans que tu fais ce métier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'évolution de ton métier? Est-ce que tu trouves qu'il a changé entre tes débuts et maintenant? Et même toi pour ton évolution professionnelle également? L'évolution, non, ça reste toujours de toute façon la recherche des lieux. Évidemment, ce qui a évolué, c'est les moyens techniques. C'est-à-dire que quand j'ai démarré, il n'y avait pas encore vraiment d'internet, où c'était une sorte de gros Minitel. Donc c'est vrai qu'au début, j'étais surtout sur le terrain. J'avais mon appareil photo argentique, donc j'étais quasiment du matin au soir dans ma voiture, essayer de trouver les lieux, à taper aux portes. Ce que je fais toujours aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a aussi une recherche maintenant sur Internet. On est aussi en numérique, donc on n'a pas besoin d'attendre pendant 2 heures devant photoservice, de faire développer les photos, de faire des collages. Là, ce qui était aussi une perte de temps assez énorme, c'est-à-dire qu'on perdait 3-4 heures par jour entre le développement, les collages, on collait ça sur des grandes feuilles canson noires, et puis on faisait nos montages de photos dessus, et donc c'est d'un point de vue technique, oui, ça a beaucoup évolué. Sinon, la recherche, comme je te disais, c'est vrai qu'on passe maintenant pas mal de temps sur Internet, envoyer des mails, ce qui est pas la partie la plus sympathique, je trouve, du métier.
Parce qu'il faut souvent courir après les gens pour avoir des réponses, des mails, il faut relancer pour avoir des retours, donc c'est toujours un peu plus compliqué. Et moi, ça m'arrive souvent, justement, de refaire un peu les méthodes du début, c'est-à-dire que quand je vois que ça n'avance pas, bah je prends ma voiture, mon scooter, je vais taper aux portes. Quand on a besoin, par exemple, de tourner dans une entreprise, une usine, au lieu de leur passer des coups de fil, envoyer des mails, bah je vais dans l'usine, je vais à l'accueil, j'explique le truc, et puis souvent bah, quelqu'un descend, et ça va finalement beaucoup plus vite. Donc finalement, les méthodes anciennes marchent souvent mieux que de passer du temps derrière son ordinateur. Le face-à-face, souvent, et c'est Bien plus sûr, rapide. bah bien sûr, bien sûr. Bah, les gens, quand ils voient en mail, en quelques lignes, ils disent, bon, on va pas s'embêter avec ça. Et quand on les rencontre, qu'on leur explique un petit peu le projet, que voilà, ça ouvre les portes. Et du coup, est-ce que des fois, pour certains lieux, tu as besoin d'autorisation spécifique? Est-ce que c'est toi justement qui vas les chercher, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que justement tu dois te dire, bah voilà, celui-là est très bien, par contre, il faudra telle ou telle autorisation à la mairie, à je sais pas où? Bah, ça dépend aussi des lieux. Enfin, pour les, pour les repérer, souvent, il faut des autorisations quand c'est des préfectures, quand c'est des sites militaires. Donc là, c'est moi, évidemment, qui lance les autorisations pour aller voir les lieux. Euh, pour d'autres lieux, bah, les mairies, tout ça, on essaie déjà de savoir si c'est des mairies ouvertes au tournage, parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas de tournage. Enfin, c'est pas qu'ils veulent pas, mais ils refusent les stationnements des véhicules techniques. Donc, du coup, pas de véhicules techniques, pas de tournage, hein, ou qui demandent des sommes astronomiques. Donc ça, on essaye quand même de prendre un peu la température là-dessus, même si ça évolue beaucoup, hein. C'est-à-dire que les mairies qui refusaient les tournages il y a quelques années, tout à coup, bah, ils s'ouvrent. Enfin, il y a toujours des choses à réactualiser là-dessus. Et ça, c'est souvent la régie après qui fait la demande officielle auprès de la mairie une fois qu'on a tous les éléments. Parce que quand on prépare, quand on cherche les lieux, souvent on n'a pas vraiment le temps de préparation pour chaque décor. Au tout début, on n'a pas non plus de date précise à donner. Donc c'est vrai, quand on fait une demande officielle auprès d'une mairie, un autre organisme, ils ont besoin vraiment d'éléments très précis, ce qu'on n'a pas nous au départ. Donc on a des accords de principe, mais ça ne veut pas dire qu'on pourra y tourner, quoi. Voilà, les choses peuvent devenir compliquées parce que ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de jours de tournage, ça demande de bloquer des sites pendant longtemps, et que quand les gens qui gèrent ces lieux voient que ça va devenir très compliqué pour eux, ben, ils refusent, quoi. Donc on est soit amené à rechercher des décors qu'on avait déjà trouvés à cause de ça, quoi. De toute façon, je suppose que tu dois avoir souvent des plans genre ABC, non? Enfin, toi, tu proposes le A, il est Bah, trop bien, mais petit plan B au cas où, ce qui oui, paraît oui, bah on a compliqué. souvent, bien sûr, mais après c'est vrai que quand un réalisateur tombe vraiment amoureux dans le lieu et que tout à coup ça marche plus pour telle ou telle raison, c'est beaucoup plus difficile de lui trouver autre chose, voilà, parce que quand il s'est projeté dedans, qu'il a vraiment visualisé ses scènes dedans, faut trouver soit aussi bien, même mieux pour lui faire oublier. Et donc c'est plus difficile. Et du coup, toi, à propos de ton évolution professionnelle, de manière personnelle, est-ce que tu as des choses à dire, tu vois, le fait que ce qui a changé en 25 ans? Bah pas grand chose, bah faut dire, repéreur c'est un métier justement où il n'y a pas vraiment d'évolution professionnelle. Quand t'es régisseur, à un moment donné, tu peux passer directeur de production. Quand t'es assistant réalisateur, bah tu commences bah, comme deuxième assistant, premier assistant. Après tu peux soit passer réalisateur, soit directeur de production, ou finir producteur. Repéreur, voilà, on peut pas se dire qu'est-ce que je vais faire après du repérage. Non, tu sais que tu seras repéreur, voilà, toute ta vie. Donc voilà, à moins de changer complètement de métier, mais c'est vrai que c'est un métier où il n'y a pas vraiment d'évolution possible. Après, c'est évolution au sens large, même si tu n'évolues pas, genre, Oui, mais rien que dans ton poste, tu vois, peut-être que tu as une certaine, je sais pas, une certaine évolution au sein même de ton poste, quoi. ben, pas tant que ça. Enfin, je suis un peu moins stressé qu'au tout début où j'avais vraiment une pression énorme sur les épaules. J'ai toujours une grosse pression parce que chaque film, il faut refaire ses preuves. Donc, bah après, j'ai le sentiment que voilà, au cours des années, on a tendance à s'améliorer quand même, à savoir un peu mieux chercher les choses en fonction, parce que évidemment, chaque décor
demande d'adapter sa recherche en fonction du lieu. Et donc après, c'est vrai qu'il y a quelques réflexes qui peuvent venir, savoir assez rapidement quelle direction prendre, quel office appeler pour tel ou tel décor. Donc ça, c'est vrai que l'expérience est assez importante quand même dans ce métier. On a tendance un peu à se bonifier avec le temps. Bon, après 25 ans de repérage, j'ai l'impression juste maintenant de me sentir un peu mûr comme repéreur, quoi. Pendant 25 ans, je me suis senti novice, hein. C'est-à-dire que j'avais toujours énormément de choses à apprendre. J'ai toujours énormément de choses à apprendre, mais j'ai l'impression, voilà, d'avoir quand même atteint un niveau qui me permet de savoir où je mets les pieds quand je démarre un film. Tu dois quand même connaître bien les quatre coins de la France quand même maintenant. Essentiellement Île-de-France. Ah ouais? Okay. Essentiellement Île-de-France. C'est vrai que je pars assez peu en province, même si ces dernières années, j'ai quand même un petit peu bougé. Mais on est souvent amené justement à chercher la France entière, mais en Île-de-France. Voilà, parce que c'est toujours compliqué, enfin, surtout pour des histoires de budget, parce qu'envoyer toute une équipe en province, faut loger, il y a des défraiements, enfin, c'est plein de coûts supplémentaires, même si les régions aident souvent à faire venir des productions. Oui, on peut tout trouver finalement, toute la France en Île-de-France. Moi j'ai fait des films censés, des sortes de road movie dans la France entière, mais tout tourne en Île-de-France. T'es juste bloqué s'il y a la mer, quoi. Là, oui, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. C'est un peu plus compliqué. Si on veut la montagne enneigée aussi, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus technique. Mais après, oui, j'ai été amené à chercher la Mongolie en Île-de-France. J'ai fait un film censé se passer en Angleterre, en Île-de-France. Voilà. Faut être un peu malin, quoi, pour trouver, mais on trouve toujours des solutions, quoi. À part évidemment pour la mer, pour la montagne, pour ce genre de choses, quoi. Et justement, quand je te demandais si ton métier avait évolué aussi, c'est dans le sens où est-ce que les nouvelles technologies elles t'aident, faciliter? Non, ce qui peut aider, c'est plus après pour le film en lui-même. C'est-à-dire quand on fait des films historiques, par exemple, on sait que derrière, maintenant, il y a des moyens techniques en post-production qui permettent d'effacer beaucoup d'éléments, voilà. Alors ce qui était très compliqué avant, où la moindre antenne de télé, fallait avoir l'autorisation pour l'enlever pour le tournage. Maintenant, on se dit, bon, c'est pas grave, ça on va gommer, il y a un immeuble moderne dans le champ, finalement, hop, on va le gommer également. Donc là-dessus, ça aide beaucoup. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lieux qu'on peut présenter maintenant pour les films historiques, qui auraient été impossibles il y a 10-15 ans. Ok, parce que du coup ça demande à ce que tu connaisses les possibilités en post-prod et oui, également oui, les moyens qui vont être mis en post-prod, parce que même si on peut faire des choses en post-production, je suppose que si le film a un petit budget, on va peut-être pas pouvoir chanter tous les décors, quoi. C'est plus limité à ce moment-là. De toute façon, après les productions en sont conscientes, hein. S'il y a des grosses scènes extérieures qui demandent de la post-production, ils vont essayer de limiter justement ces grosses scènes extérieures, en faire 2-3 qui seront vraiment payantes pour le film. Bon, à part les films gros budget, où là, évidemment, ils peuvent vraiment se permettre beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'est des coûts supplémentaires, hein. Mais c'est des coûts qui auraient été beaucoup plus élevés s'il aurait fallu faire ça en déco, quoi. C'est-à-dire que refaire des façades d'immeubles avec des feuilles décor, c'est des coûts assez lourds. Donc finalement, ça revient quand même moins cher de refaire ça en post-production que de tout construire en déco. Ok. Pour revenir un peu sur ton parcours, tu as travaillé sur une centaine de films, du coup, comme Intouchable de Olivier Nakache et Eric Toledano, Boîte Noire de Yann Gozlan, La Mémoire dans la peau de Doug Liman, ou plus récemment, L'Abbé Pierre, une vie de combat de Frédéric Tellier. Comment est-ce que tu abordes des films avec des décors aussi différents ? C'est-à-dire, j'aborde, moi je trouve ça bien justement qu'il y ait une variété dans les films pour éviter justement d'avoir toujours à chercher les mêmes lieux, parce que si je faisais que du téléfilm ou de la série télé, on sait qu'il y aura besoin d'un commissariat, d'un hôpital, d'un petit pavillon, le petit appartement haussmannien. Donc là c'est vrai qu'au bout d'un moment on a un peu marre de chercher les mêmes choses. Donc non, je trouve ça plutôt bien de passer d'un film d'époque à un film contemporain. Là, en ce moment, je suis sur un film qui se passe en 2045, donc plutôt futuriste,
Voilà, ça permet un peu de varier et de ne pas s'ennuyer dans ce métier, quoi. Parce que je pense que le pire en repérage, c'est d'avoir une sorte de routine finalement, où là, voilà, on perdrait un peu la motivation, quoi. Donc justement, c'est des films assez stimulants, et il faut être stimulé dès qu'on démarre un film. Voilà, donc c'est plutôt enrichissant, je trouve, de changer comme ça d'époque, d'univers. Et est-ce qu'il y a des difficultés particulières justement liées à l'époque, liées à, je sais pas trop, le scénario, enfin est-ce que tu vois, il y a des trucs plus compliqués que d'autres? Bah, la différence, c'est dans ces films, enfin, je dirais, c'est surtout l'époque qui change. C'est-à-dire quand on fait des films historiques, on est quand même beaucoup plus limité dans les recherches. Par exemple, un film sur Marie-Antoinette, par exemple, les lieux qui sont restés tels quels, bah, on les connaît, quoi. On est limité à peut-être 15-20 lieux en Île-de-France, et des lieux qui n'ont pas bougé, dans lesquels on peut tourner, quoi. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a vite fait le tour, à moins évidemment s'il y a des gros moyens en déco pour aller dans un château plus ou moins désaffecté, et puis vraiment qu'il y ait une grosse intervention d'éco. Voilà, après évidemment il y a toujours des extérieurs, des choses un peu différentes, où là, par exemple, si on fait du Paris d'époque, bon après c'est vrai que comme je disais, la post-production aide beaucoup, ou sinon il faut trouver des villes qui sont restées un peu, comme il y en a quelques-unes autour de Paris qui tournent voilà, pas mal pour des films d'époque, avec encore des rues pavées, mais ça demande aussi de l'intervention d'écho, de la post-production, donc voilà, c'est vraiment l'époque qui est le plus compliqué. C'est pas le plus compliqué. Enfin non, c'est pas le plus Au compliqué, parce bout qu'il y a d'un moment, moins si on de... passe 3-4 mois sur un film d'époque à chercher par exemple des intérieurs de châteaux, voilà, en restant en Île-de-France, au bout de 2-3 mois, on se dit ben, on a fait le tour, quoi. Il y a des trucs finalement qu'on ne pourra pas inventer, quoi. Ce qui existe, on a pu les voir. Voilà, c'est là-dessus où à un moment donné, on se dit bah voilà, faut choisir entre ces décors, parce que voilà, on pourra Oui, rien c'est ça, t'as trouver une d'autre, à limite. moins de partir en province, quoi. Là où évidemment ça ouvre un peu le champ. Hmm. Alors que les films contemporains, évidemment, il y a toujours des nouvelles choses à trouver, quoi. Par exemple, on cherche pas une chambre d'hôtel ou un appartement, une maison, évidemment, bah ça, on peut en voir des centaines, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui va faire qu'on va prendre un lieu qui existe plutôt que de le faire en studio, par exemple, tu vois? Bah, ça dépend de plusieurs choses. Bah, déjà du budget du film. Il y en a pour qui, évidemment, c'est impossible de se payer un studio, de construire, même s'ils ont plusieurs semaines de tournage dans un appartement ou une maison. Après, ceux qui peuvent, évidemment, dès qu'il y a un décor principal qui est un appartement, ils savent qu'ils ont 3 semaines de tournage dedans. Évidemment, c'est beaucoup plus simple de le faire en studio, hein, que ce soit pour des questions techniques, même au final, ce que souvent ont du mal à comprendre, même au niveau du budget. Voilà, parce qu'ils savent où ils vont quand ils ont un décor en studio. Décor naturel, il y a toujours beaucoup de choses qui ne sont pas prévues au départ. C'est-à-dire qu'il y a quand même de l'intervention d'éco, faut souvent vider l'appartement, faut repeindre. Évidemment, il y a un coût de location aussi du lieu. Et aussi, bah, il y a les stationnements des véhicules techniques, il y a la copropriété qui souvent demande aussi des sous, des voisins qui sont des fois pas très ouverts au tournage, avec qui ça peut être compliqué. Donc il y a comme ça plein d'impératifs, des choses qu'on ne peut pas vraiment prévoir. D'impondérables, quoi. Voilà. Donc c'est sûr que et le tout cumulé, des fois, un décor en studio ne revient pas plus cher qu'un décor naturel. Il peut même revenir moins cher si on a des mauvaises surprises sur un décor naturel. Et ça, du coup, ça va être décidé avant que tu partes en repérage, je suppose, ou est-ce que des fois, il va y avoir des trucs où tu vas dire, ok, ça, on veut que ce soit un décor naturel, et finalement, soit il n'y a rien qui correspond, soit c'est trop cher, et du coup, on va se dire, bah, on va le faire en studio, ou l'inverse, un studio qu'on va se dire, on va le faire. On cherche, sachant que, évidemment, que ça peut être fait en studio. Et souvent, le fait de voir des décors naturels permet de savoir ce
qu'il faut mieux le faire en studio ou le faire en décor naturel. Donc on est souvent amené à chercher des lieux qui finalement se finissent en studio. Mais aussi ça permet aussi de voir des choses, voir un peu des ambiances de lieux, donc ça apporte quand même quelque chose au projet, des choses qui peuvent les inspirer en disant bah, tiens j'aime beaucoup cette configuration, j'aime beaucoup ce type de déco, ça peut être intéressant d'essayer de reproduire ça en studio, donc voilà, c'est pas non plus totalement perdu, mais voilà, c'est vrai qu'il y a souvent ce moment-là, après bah, y a des choix à faire à un moment donné. Voilà, est-ce qu'on se lance dans du décor naturel ou est-ce qu'on le fait en studio? Ça va après. Le problème du studio, c'est qu'aussi on manque de studios en ce moment en Ile-de-France. Donc Ça bouchonne quoi. ça bouchonne pas mal, notamment avec Netflix, Amazon qui louent beaucoup de studios à l'année où ils sont des décors récurrents pour des séries. Donc il y a pas mal de studios en cours de construction. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où ça bouchonne vraiment, où au lieu d'avoir des studios, on cherche ce qu'on appelle du jungle studio, c'est-à-dire que c'est un bâtiment désaffecté dans lequel on construit nos décors. Et ça, c'est toi qui vas les repérer aussi, ou c'est genre des choses qui sont déjà existantes et qui... Bah, il y en a quelques-uns d'existants, mais bon, après, ce sont des lieux temporaires hein, qui marchent quelques mois ou quelques années. Donc, je suis quand même très souvent amené à en chercher. Du coup, quand on cherche, c'est pas pour un film, c'est plus après pour une production qui va du coup l'utiliser en temporaire pendant un certain temps, ou c'est juste pour un film précis, vous allez le prendre. Ah, c'est pour un film précis, Ah ouais, hein, toujours, ok. oui, bien sûr, bien sûr. Bah, quand on dit qu'il faut quelque chose comme ça, après, évidemment, ça peut servir pour d'autres projets, hein, mais toujours dans un but précis, pour soit recréer un appartement, en loft. Voilà, des fois, on arrive à faire plusieurs décors dedans, ce qui est quand même aussi plus simple, parce qu'il y a toujours des petits décors, je sais pas, une chambre d'hôpital, ou voilà, des petites choses comme ça, où avec quelques feuilles décor, on peut également le créer sur le site. Et du coup, en moyenne, ça te prend combien de temps enfin, combien de temps de repérage par film? Bah, c'est très variable, c'est très variable. Je dirais que le minimum, c'est 4 semaines, on va dire. Puis il y a des films sur lesquels j'ai fait 6 mois, 8 mois, voire plus, quoi. C'est assez variable. Parce que c'était des demandes compliquées. C'est des demandes compliquées, c'est bon, aussi des films souvent qui ont des bons budgets, où là le réalisateur peut se permettre de changer pas mal de fois d'avis. Ou sinon le réalisateur qui est compliqué, il y a des réalisateurs qui n'arrivent pas à faire des choix, qui attendent vraiment d'être au pied du mur pour décider dans des corps. Donc là, il n'y a pas vraiment voilà, de règles précises pour ça. C'est vraiment soit le budget, le réalisateur, la difficulté des décors, quoi. C'est mélange un peu de ces trois éléments. Mais du coup, en moyenne, c'est genre 3 mois à peu près, parce que tu as dit le minimum c'est 4 semaines et si le max je c'est 6 fais mois. une moyenne, oui, c'est entre 2 et 3 mois, je dirais. Ok. Et du coup, qui t'appelle? C'est plutôt t'es en contact avec les réalisateurs, plutôt les directeurs de production Bah, c'est variable aussi. C'est variable aussi. C'est souvent les directeurs de production et c'est de plus en plus souvent les chefs décorateurs qui m'appellent. Depuis quelques années, je sens qu'il y a quand même une évolution là-dessus où ça me semble aussi assez logique qu'un chef décorateur ait envie de travailler avec un repéreur parce que finalement, voilà, on est finalement le premier élément de la déco. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup aussi avec le chef décorateur et quand il y a une confiance entre chef décorateur et un repéreur, je trouve que c'est un vrai plus pour un film, quoi. Donc je trouve ça plutôt positif quand c'est le chef décorateur qui appelle le repéreur. Et du coup, c'est-à-dire que t'es appelé à quel moment dans la production du film? Genre tout au début, au moment où vous savez que ça va être vraiment produit? Au tout début, je suis souvent le premier engagé sur le film. Des fois, il y a le premier assistant qui a pu faire 1 ou 2 semaines pour un peu faire un pré-plan de travail pour ce qui permet de budgéter le film, savoir à peu près pour lui en combien de temps, combien de jours de tournage. Mais souvent, oui, je démarre au tout début.
voilà, où j'ai comme interlocuteur uniquement le réalisateur. Des fois, il y a déjà le chef décorateur, ce qui est toujours aussi un plus pour moi. Mais c'est vraiment au tout début, quoi. Je suis vraiment le premier engagé. Et du coup, ton contrat, il s'arrête quand? Il s'arrête au moment du début du tournage, un peu avant? Bah, il s'arrête en gros quand on a les décors. Donc, des fois, on les a tous à un mois ou deux du tournage, ce qui est l'idéal. Quand on est là jusque quasiment au début du tournage, c'est qu'il y a eu des soucis sur certains décors. Parce qu'évidemment, une fois qu'on a trouvé le décor, il y a quand même tout un travail derrière de préparation pour Administratif un peu? administratif pour la régie, et puis la déco, l'équipe déco, voilà, elle doit aussi prévoir des meubles, éventuellement, enfin, toute leur intervention, que ce soit pour des peintures, pour tout ça. Donc c'est des choses qui ont besoin d'être planifiées quand même quelques semaines avant. Donc c'est sûr que quand on trouve les derniers décors la veille du tournage, c'est qu'il y a eu des petits soucis quelque part. Moi, c'est même arrivé de continuer les repérages, alors que le tournage avait déjà commencé pour trouver les décors de la fin du film. Et donc là, c'est sûr que c'est plus compliqué, quoi, parce qu'après, il faut trouver déjà du temps pour les chefs de poste pour venir en repérage sur les lieux, alors qu'ils sont en plein tournage, que des lieux, on peut les voir qu'en semaine. Enfin, c'est toujours très très compliqué à ce moment-là. Et est-ce que du coup, tu peux travailler en parallèle sur plusieurs films? Ah non, 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 c'est impossible. Ouais, c'est vraiment un film à la fois. Oui, oui, oui. Ok. Et d'ailleurs, c'est quoi ton rapport avec les personnes que tu côtoies, donc réalisateur, réalisatrice, chef déco? Est-ce que tu as un peu carte blanche? Est-ce qu'ils te donnent justement, comme tu as dit, un peu une couleur, une envie par rapport au scénario? Enfin, quel est ton niveau de carte blanche, entre guillemets, sur la recherche des lieux? Bah, à la base, non, on cherche en fonction des demandes du réalisateur et du chef décorateur. Une fois qu'on a lu le scénario, évidemment, après on discute avec eux de l'atmosphère du film, des ambiances qu'ils veulent. Mais parallèlement à ça, moi, j'essaye toujours de proposer des choses un peu différentes. Parce qu'évidemment, quand on a un scénario, que on se dit, bah, ce décor, c'est pas ce que veut le réalisateur, mais que finalement, ça peut apporter quelque chose de différent, même voire de mieux. Et c'est là où je trouve que mon métier est intéressant, justement, de pouvoir proposer des choses qui peuvent vraiment rajouter quelque chose de plus au film. Et qui, tout à coup, le réalisateur, je vois cogiter, et puis il me dit, mais non, mais c'est vraiment une bonne idée, on va réécrire quelques scènes, ça va apporter vraiment quelque chose au film. Ouais, en fait, ça les conforte pas dans l'idée qu'ils avaient, c'est que potentiellement ça leur ouvre des nouvelles Complètement, possibilités, complètement. quoi. Moi, j'essaie toujours déjà, évidemment, commencer par chercher ce qu'ils me demandent, et puis après, de proposer des choses un peu différentes. C'est des choses dont on peut justement se permettre en préparation, parce que c'est là, finalement, la période de préparation est peut-être la période, je trouve, la plus importante dans le film, parce que c'est là où tout se décide, et que le tournage, c'est vraiment mettre en pratique tout ce qui a été fait pendant la préparation. Et donc cette période de préparation, c'est là où on peut vraiment faire des réécritures de scénario, on peut complètement changer de casting, où vraiment le film se crée... Pendant cette phase de préparation. Voilà. Je trouve que c'est vraiment des périodes moi j'aime beaucoup, Et du coup, toi, ton idéal, c'est d'avoir quoi, au moins 3 mois, 3-4 mois à peu près? Bah après, comme je disais, ça dépend vraiment du projet, hein, Ouais. parce qu'il y a des films où il peut y avoir 10 décors à trouver, bon, ce qui n'est pas beaucoup, il y en a d'autres où il y en a 100, donc voilà, Oui, en fait, il te faut autant de temps peu, qu'il y ait de décor et de complexité, oui, c'est un peu compliqué. Voilà. À jauger. Bah, du coup, là, tu as dit entre 10 et 100, mais pareil, est-ce que tu as une moyenne à peu près de nombre de décors à trouver par film? Bah écoute, je dirais peut-être une cinquantaine, quoi. Ah oui, quand même. Oui. Ok, ah oui, Oui, après, ça dépend, tu peux compter peut-être 10 décors principaux, mais il y a toujours des sous-décors, parce que souvent les décors principaux sont éclatés entre différents endroits, voilà, donc tout est variable, mais il y a généralement une cinquantaine de lieux en moyenne à trouver. Et du coup, à part réal, chef déco, est-ce que tu côtoies d'autres métiers du cinéma, quoi, en direct? Ou même pas en direct d'ailleurs? En direct, il y a le régisseur du film, il y a le directeur de production également,
le chef opérateur qui lui arrive généralement un petit peu plus tard dans la préparation. Mais lui aussi, voilà, chaque lieu, il faut qu'il puisse éclairer. Si j'ai trouvé un appartement superbe au 5e étage, qui n'a pas de balcon, là, évidemment, il va tout de suite me dire, mais comment je fais pour l'éclairer, quoi. Voilà, bon, ça, généralement, j'anticipe. Mais voilà, après, c'est vrai qu'en fonction des besoins des chefs-up, parfois des décors qui me semblaient pouvoir fonctionner ne fonctionnent pas, parce que, voilà, il y a tel critère, finalement, qui se rajoute. Et voilà, donc les chefs opérateurs, oui, c'est généralement dans un deuxième temps. Ok. Souvent, ils viennent lors de deuxième repérage un peu plus technique, où là, il peut y avoir des soucis sur certains lieux. Et est-ce que tu peux nous dire comment se passe une journée type pour toi? Waouh! Enfin, le ou les journées types, si tu as plusieurs journées un peu types. Justement, il n'y a pas vraiment de journée type. Ça dépend vraiment, voilà, du lieu que je cherche. Mais souvent, j'avance sur plusieurs décors en même temps. Justement, j'aime bien, plutôt que de chercher d'être fixé sur un lieu où vraiment, on a un peu le cerveau qui chauffe. Donc d'avancer parallèlement sur différents décors. Donc il y a évidemment un peu de recherche à faire de chez moi, donc, entre Internet, des coups de fil, envoyer des mails. Et puis assez rapidement après, partir soit à des rendez-vous que j'ai pu avoir, soit partir justement un peu en voiture, à sillonner des endroits, à aller taper à des portes, des fois mettre des courriers dans des boîtes aux lettres de maison, voilà, qui pourraient me sembler intéressantes. Et puis le soir, évidemment, mes tris de photos, faire mes petits dossiers. Voilà, donc il y a quelques éléments qu'on retrouve chaque jour, mais c'est vrai qu'aucune journée se ressemble vraiment. Ouais, et du coup, tu passes vraiment beaucoup de temps quand même à sillonner les routes, et tu sais un peu à chaque fois, enfin, comment dire, tu découvres encore des nouvelles choses, vu que tu as dit que c'était globalement sur l'Île-de-France. Est-ce que tu arrives à chaque fois à découvrir comme nouvelles choses, ou tu as quand même vu tout Ah quoi, non, maintenant? non, évidemment, je découvre tout le temps des nouvelles choses, hein, heureusement. Parce que quand même, en 25 ans, j'ai peut-être dû faire un peu le tour. Non, parce qu'en 25 ans, les lieux, comme je disais, ont tellement évolué que voilà, il y a très peu de lieux qui n'ont pas bougé en 25 ans. Donc finalement, il y a toujours besoin de chercher, et je découvre évidemment chaque film des nouveaux lieux que je trouve assez extraordinaires, qui ne vont pas nécessairement pour le film sur lequel je travaille, mais qui pourront servir sur un prochain film. Ah oui, donc des fois, en fait, tu prends quand même en note des choses que tu trouves intéressantes, même si c'est pas pour actuellement, quoi. Bien sûr, oui, ouais. Tout ce que je vois, enfin tout ce que je repère, évidemment après j'archive ça sur un disque dur, et peut-être qu'à un moment donné, en fonction des demandes que j'ai sur les films suivants, voilà, c'est quelque chose qui pourra devenir intéressant. Et est-ce que du coup ça empiète un peu sur le perso, tu vois? Est-ce que quand je sais pas, quand tu te balades, quand tu es en vacances, est-ce que des fois tu dis, ah ça, pas mal, hop, petite photo et... Il y a toujours, oui, bien sûr, bien sûr. Ça, surtout en Île-de-France. Quand je suis en province, en vacances, je mets mon cerveau un peu de côté, mais c'est vrai qu'on est... quand je suis dans Paris, tu vois, avant d'arriver ici, je suis arrivé un quart d'heure, 20 minutes avant, j'ai fait le tour du quartier pour regarder, voilà, et je passe mon temps quand je ne travaille pas, des fois je pars me promener, mais c'est pas vraiment me promener, c'est regarder voilà, s'il n'y a pas un nouveau bâtiment, est-ce qu'il n'y a pas un nouveau truc. Donc oui, je cherche tout le temps, quoi, finalement, des choses, mais juste voilà, pour un peu m'imprégner des fois de lieux, de quartiers. Tout le temps repérage. Tout le temps repérage, même quand on repère sur un film, finalement, on est dedans 24 heures sur 24. Quoi. Enfin, moi, en tout cas, il y en a peut-être le soir qui arrive à tout mettre de côté. Moi, j'y pense tout le temps, quoi. J'y pense tout le temps, j'y pense même des fois la nuit, quoi. C'est-à-dire que des fois, je me réveille la nuit en me disant, tiens, il y a peut-être tel lieu qui pourrait être intéressant. Des fois, même dans mes rêves, je repère, quoi. Sur certains films, ça peut... des fois aussi, c'est un métier qui peut rendre fou, quoi. On est vraiment habité par le film pendant tout le long du repérage, quoi. Et du coup, est-ce que tu as des anecdotes? Là, sur un des derniers films où je cherchais des maisons abandonnées,
J'arrive dans une maison avec le toit à moitié effondré, avec juste quelques bouts de bâche, tout ça. Vraiment la maison on sentait qu'elle n'était pas habitée depuis très longtemps. Donc je fais un petit peu le tour, je me dis est-ce qu'il y a une porte ouverte quelque part, une fenêtre ouverte. Donc je regarde un petit peu, je me mets comme ça contre les fenêtres et tout à coup je vois quelqu'un surgir derrière la fenêtre et la maison est habitée par un monsieur qui n'était pas tout jeune, enfin qui avait peut-être une soixantaine d'années, quoi, et qui vivait là-dedans, dans cette maison à moitié effondrée. Et il était très en colère. Ah, ça va faire bizarre du coup. Voilà, parce que j'avais vu évidemment, il n'y avait pas de barrière, de mur. Il y avait un petit panneau très vieux avec marqué propriété privée. Donc, bon, ben, le panneau, il est là depuis 50 ans. Il n'y a plus de grillage. Enfin, tout avait l'air ouvert comme ça, quoi. Et voilà, donc j'ai une petite frayeur, et là je me suis dit heureusement que une fenêtre n'était pas ouverte, ou une porte ouverte, où je me serais retrouvé nez à nez avec lui dans la maison. Là, ça aurait pu mal tourner. Ouais. Dernière question, quel autre métier du cinéma penses-tu n'est pas assez mis en avant et qui pourrait faire l'objet d'un prochain épisode? Comme ça, j'aurais tendance à te dire régisseur, parce que c'est un... Mais je crois que tu as déjà fait régisseur. J'en ai fait un déjà, ouais. Moi qui ai fait de la régie, c'est vrai que c'est un métier qui est je pense, un des plus durs dans le cinéma, et où il y a finalement très peu de reconnaissance derrière. Voilà, moi qui ai fait pas mal de régie pendant près de 10 ans, où tu passes tes journées, enfin c'est des journées sans fin, hein. Tu commences le matin à 6h, tu rentres le soir à minuit, et tu passes tes journées à régler des dizaines, si ce n'est des centaines de problèmes, à devoir tout gérer, et que finalement derrière, voilà, tu as très peu de reconnaissance. Moi, ce qui m'a surpris quand j'ai commencé à faire du repérage, c'est quand en fin de repérage, le réalisateur est venu me voir en me disant « merci, c'est super, je suis très content de ton travail », alors que ce qui m'était jamais arrivé comme régisseur, alors que je passais mes journées à soulever des coups, et pour eux c'est normal, quoi. Mais pour moi, c'est voilà, qui suis passé par là, pour moi c'est vraiment le métier le plus dur dans le cinéma. Eh ben, écoute, merci beaucoup Fabien. Mais je t'en prie. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des métiers cachés du cinéma. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.